France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, jusque 18h, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble avec la question du jour aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, exclut la présence de policiers dans chaque établissement, mais n'exclut pas des permanences policières dans les établissements difficiles. La présence policière dans les établissements difficiles fera-t-elle baisser la violence selon vous? Eh bien, vous répondez oui ou non sur France Maghreb 2, Facebook, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Selon des informations du Muslim Post, les magistrats ont saisi le JLD concernant la demande de remise en liberté de Tariq Ramadan. On se dirige vraisemblablement, c'est ce que nous dit en tout cas le Muslim Post, vers un refus. Lycène Quiro Pérez nous fera tout à l'heure un avis tranché en tant qu'universitaire et historienne sur le mouvement Pas de vague qui a fait sensation après l'agression d'une prof à Créteil. Pour intervenir, 01 40 33 9000, c'est parti pour votre LGF, le grand forum, jusque 18h. LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 jusque 18h, c'est parti, nous sommes mercredi, nous sommes le 31 octobre et il paraît que c'est Halloween aujourd'hui. Bon, moi personnellement Halloween, je m'en fous un peu. Lindsay Quiros Pérez, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, franchement, voilà. Bonjour Lindsay, comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu es avec nous aujourd'hui et tu vas nous réserver apparemment un petit avis tranché sympa sur le mouvement Pas de vague. C'est ça. Qui a fait son apparition après ce qui s'est passé à Créteil, donc cette prof agressée par un élève avec une arme factice, donc, et ce mouvement est né, et en fait ce sont des profs mais aussi des proviseurs qui s'expriment et dénoncent leurs conditions de travail, c'est ça, hein, Lindsay? Voilà. C'est ça. Bon. Nadir Kaya aussi de la partie. Salut mon ami Nadir. Salut Christophe. Comment ça va? Très bien, merci. Toi, un avis tranché qui va parler de quoi? Je veux parler du business, l'entrepreneuriat dans les quartiers, cette dynamique qui existe depuis très longtemps dans nos quartiers. Et devrait nous rejoindre, je dis bien devrait, Fatima Wassak qui est en chemin sur France Maghreb 2 pour le LGF. Alors soyez les bienvenus. Halloween, ça vous parle? Vous avez des enfants tous là. Halloween, on fête ou pas chez vous? Non, moi je suis un Gaulois, donc à partir de là, je un ne Gaulois fête réfractaire. Ouais, je ne fête que les fêtes en lien avec ma gauloiserité. Ouais. Ouais. Lindsay. Et moi, en tant que Lissel. Et moi, Lissel, pardon. En tant que latino-américaine, bon, c'est une fête états-unienne qui c'est un peu imposé chez nous, mais on a nos propres fêtes, en particulier, par exemple au Mexique et partout en Amérique autochtone, on fête plutôt le rapport, la relation avec les morts, mais dans une fête, dans une interaction, donc c'est un peu différent qu'à Halloween. Donc d'accord. Justement, c'est compliqué la France. Hein. Oui. Lindsay. Lissel, pardon. Non mais t'inquiète pas, ça va venir. Il faut juste un petit peu de temps d'adaptation. La situation au Brésil, avec l'arrivée d'extrême droite, et on peut dire que c'est un fou celui-là qui est arrivé au Brésil. Oui. Quelle est la situation du Pérou, tiens, ton pays? Alors, en ce qui concerne l'extrême droite est en avancée. En fait, il y a une offensive très forte partout. Ouais. En Amérique latine, une réaction après des gouvernements dits de gauche ou plutôt centre-gauche qui ont tenté de mettre en place des réformes et des mesures. Donc au Pérou, il y a eu une tentative justement de l'extrême droite qui s'est présentée aux dernières élections. La fille d'Alberto Fujimori, qui était le président, qui a été un président dans les années 2000, oui 90 et jusqu'à 2000, et qui avait instauré vraiment un gouvernement autoritaire et dictatorial. Et donc sa fille s'est présentée en suivant un peu ce même mouvement. Le chemin, ouais. Oui, le chemin. Elle a pas réussi heureusement à être victorieuse, mais voilà, elle tente encore. Elle va, la droite ou l'extrême droite péruvienne aussi se prépare. Ah oui, donc c'est une situation qu'on suit de près là-bas quand même. Oui, de très près, puisqu'en fait... Il y a d'autres pays d'ailleurs en Amérique du Sud qui peuvent éventuellement basculer. Et en lien justement avec ces politiques comme au Brésil. Au Brésil, le gouvernement du PT, du Parti des Travailleurs, de Lula et Dilma Rousseff. Lula qu'on a foutu en prison d'ailleurs. Exactement, parce que ils avaient mis en place un certain nombre de mesures. Alors c'est vrai que c'était des réformes, mais qui étaient
des réformes qu'on dirait inclusives pour un plus grand nombre d'habitants, les plus pauvres, les plus défavorisés, en particulier au Brésil, afro-descendants. Et donc là, c'est une réaction plutôt de la droite, des secteurs conservateurs qui n'ont pas accepté, qui ont mal réagi justement à cette politique et qui ont voulu vraiment la stopper, puisqu'ils craignaient plutôt une mobilisation des quartiers, parce qu'en fait dans les quartiers populaires, les favelas, c'est un peu partout en Amérique latine, il y a des organisations, les populations précarisées, elles ne subissent pas leur sort de manière totalement passive, au contraire, ils s'organisent. Au Brésil, c'était par exemple le cas de Marielle Franco qui a été assassinée. C'était une activiste féministe afro-brésilienne qui a été assassinée parce que justement elle était mobilisée dans ses quartiers, dans son quartier. Et donc ça c'est un peu général. Il y a tout des mouvements aussi de paysans sans terre, de paysans qui s'organisent contre les grands projets. Des entreprises internationales et notamment en matière d'extraction des minerais et des richesses des sous-sols. Et c'est un peu partout, en fait, on a ces menaces, même en Guyane, par exemple, en Guyane française, la montagne d'or, par exemple, c'est un grand, il y a aussi cette menace. Donc partout il y a en fait ce sont des politiques ultralibérales qui sont appliquées partout et qui ce sont des intérêts des groupes puissants et dominants et qui donc n'ont pas intérêt, ces groupes, à avoir des gouvernants et des autorités qui soient plutôt qui restreignent ces possibilités d'action. Ça sera là ma dernière question sur ce sujet qu'on va suivre de très près évidemment, mais est-ce que Lisselle, l'arrivée de Trump aux États-Unis a favorisé aussi l'expansion de ces partis d'extrême droite? Je pense qu'il y a de fait des relations très importantes, historiques entre les États-Unis et les pays des Amériques latines. Là, les interventions ont été monnaie courante dans l'histoire des Amériques latines. Les États-Unis sont intervenus et il y a beaucoup d'intérêts financiers notamment. Donc là, c'est plutôt ces alliances qui existaient auparavant qui se réorganisent et qui sont de plus en plus visibles et que ces personnes considèrent que ça y est, c'est un peu gagné et qu'ils ont l'appui du grand frère du Nord et que ça libère un peu leur attitude autoritaire et il faut pas oublier qu'il y a des secteurs très puissants, même les églises évangéliques par exemple, qui sont soutenues par les États-Unis. Enfin, ce sont des communautés en fait plus larges à toutes les Amériques. Donc en fait, il y a beaucoup de relations économiques et politiques du coup et qui pèsent. Donc les États-Unis de fait ce sont toujours nos premiers en général premiers partenaires économiques pratiquement pour tous les pays du nord du Mexique jusqu'au Chili, premier partenaire commercial. Donc c'est vrai que ça compte beaucoup, c'est un point non négligeable. Et Trump là avec il dit qu'il ferme la porte pour les migrants, mais en réalité, il laisse s'installer ses entreprises et ses intérêts. C'est un businessman, on le sait, c'est un homme d'affaires. Il gère son pays comme il gère une start-up. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir éclairé Lisselle là-dessus, parce que c'était intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé au Brésil, où beaucoup ont été quand même, je vais pas dire choqués, mais en tout cas surpris de ce qui s'est passé au Brésil et donc de l'accession au pouvoir de ce Bolsonaro qui a obtenu quand même 55% des suffrages au second tour, ce qui est quand même pas rien. Donc il a été élu démocratiquement, on peut pas le nier là-dessus, mais on s'interroge quant à l'expansion de cette extrême droite qui perdure. Mais je pense, Lisselle, je sais pas si tu vas me contredire, qu'il faut quand même faire une nuance, une différence entre l'extrême droite européenne et l'extrême droite d'Amérique du Sud, quoi. C'est pas la même.
Non, bien sûr, il y a des caractères propres même à chaque pays, à chaque espace. En effet, et je dirais que c'est une extrême droite qui est beaucoup plus décomplexée, c'est-à-dire qui avance vraiment sans essayer. Démasqué, exactement. En Europe, en tout cas en France, il y a eu une tendance à vouloir un peu fémiser, je sais pas, le vocabulaire a changé un peu, à faire un peu une couverture de politiquement correct pour l'extrême droite. Or là-bas, bon, il n'y a pas ce frein, on dit les choses telles qu'on les veut et on les pense. Nadir, moi, si je peux me permettre, après, les gens sont un petit peu étonnés de voir soi-disant un président d'extrême droite accéder au pouvoir, mais c'est aussi le résultat de l'incapacité des anciens gouvernements, notamment de gauche, à répondre aux aspirations des plus pauvres. Donc c'est aussi ça. Aujourd'hui, on parle de populisme. J'ai regardé un peu la définition. Si le populisme, c'est le fait que le peuple maintenant rejette en masse toute la politique des élites. Alors moi, je suis populiste, j'ai pas de souci. Mais par rapport à ce qui se passe là-bas, tout simplement, c'est aussi le résultat de tout ce qui s'est passé depuis des années dans ces pays-là, et notamment en Amérique latine. C'est la corruption, c'est le ras-le-bol. Quand des gens de gauche promettent mondes et merveilles aux plus pauvres qui sont dans une situation extrême, quand on fait un comparatif avec l'Europe, c'est quand même pire sur certains aspects, hein. Ne serait-ce au niveau de la santé, de l'éducation. Après le travail, c'est encore autre chose, mais ne serait-ce au niveau des besoins de base, manger, se vêtir correctement, avoir de la lumière. Il y a des endroits en Amérique latine où c'est vraiment ils ont un retard pas possible. Après, c'est comme partout, même en Europe, dès l'instant où des gens de gauche et de droite ne mettent pas en place toutes leurs promesses électorales et que les années passent et que les gens s'aperçoivent qu'en fin de compte ce sont des gens qui ne visent que leur propre intérêt, les gens sont comme en Europe, vont dire on est proche de Mélenchon, de Marine Le Pen parce que eux n'ont pas eu la capacité d'être au gouvernement, donc maintenant on va être attiré par eux, tout en sachant que ces positions elles sont quand même extrêmes à ce président-là. Mais voilà, je pense que c'est plus très extrême, un ras-le-bol de la part des Brésiliens d'une situation qui s'améliore pas depuis des années. Exactement. Alors on attribue la corruption, je pense que ça aussi, c'est un peu grandi par aussi les médias, c'est-à-dire que c'est vrai que ça contribue à diaboliser toute la politique du Parti travailliste. Alors je défends pas, je pense que le problème de ces gouvernements de gauche, c'est de proposer des mesures qui sont relativement superficielles et qui ne vont pas jusqu'au fond des choses. C'est les structures en fait, c'est vraiment le système complètement démocratique, instaurer de vraies démocraties, des vrais accès à tous ces besoins, en tout cas de base. Et c'est là l'échec de la gauche. Alors juste en faisant un peu l'avocate du diable, de dire que en même temps, étant donné les forces contraires en présence, il est extrêmement aussi difficile d'attaquer le cœur. Il faut non seulement du courage, mais des possibilités. C'est pas toujours évident. Je pense par exemple aux entreprises qui s'installent, les grandes entreprises avec des méga projets installés. Alors eux, ils y vont directement en payant des millions d'euros. Je veux ces terres. Alors peu importe que là il y ait des communautés autochtones. Oui, voilà. Le souci, c'est que la corruption, elle est à tous les étages. Voilà. Quand on voit Lula aussi ancien président, qui lui-même a été incarcéré et reconnu coupable de corruption. Donc ça démontre que du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, que ce soit le Brésil ou l'Amérique latine, ils ont des habitudes qui sont égales à certains pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, ou même en France peut-être à un autre niveau, mais des pays comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois que les Brésiliens, on arrive à élire un président dit d'extrême droite avec qui a tenu des propos assez violents quand même, hein. Mais voilà, c'est un ras-le-bol. Donc quel que soit le pays, en fin de compte, la personne qui sera la plus violente dans ses propos et soi-disant le chevalier pour régler un peu le problème de la corruption accédera au pouvoir. On le voit aussi à l'Est avec la Pologne et la Hongrie, et des pays comme ça en Europe qui sont également attirés par des extrêmes. C'est aussi un ras-le-bol par rapport à des années à gauche, voire à droite, au centre, qui n'ont jamais, en fin de compte, répondu aux aspirations du peuple, tout simplement. Gracias, Lissel. En tout cas, t'as vu, on sait te recevoir. Nadir, il t'habille bien, là. Oui, très bien. Bon, t'es bien chaud, là, qui réchauffe bien comme il faut. C'est parfait.
Un thé qui va peut-être faire venir Fatima Ouassak. J'en suis sûr, elle doit le sentir de là où elle est. Merci d'être avec nous. C'est parti donc pour la question du jour aujourd'hui. Le sujet à la une, on parle de l'éducation nationale, donc ça va te parler, Lissel, oui. Forcément. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, exclut la présence de policiers dans chaque établissement pour peut-être contrecarrer ce qu'avait annoncé le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais il n'exclut pas les permanences policières dans les établissements difficiles. Alors justement, la présence policière dans les établissements difficiles fera-t-elle baisser la violence? Selon vous, c'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Alors, je vous propose juste d'écouter le ministre de l'Éducation nationale là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de tabou dans le fait que des policiers puissent venir dans un établissement. C'est même quelque chose que je considère comme très positif. Déjà, ponctuellement, c'est très positif, puisque parfois on se plaint des relations entre la jeunesse et la police, et on a besoin que les jeunes et la police se connaissent sur un mode constructif. Et donc, si quand vous êtes enfant, vous avez vu un policier sans arme venir vous expliquer, par exemple, le danger des addictions, le danger de tel ou tel comportement, le policier est un personnage sympathique pour l'enfant. Le policier est un personnage sympathique pour l'enfant, c'est ce que dit Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Alors vous êtes 56% sur Facebook à penser que non, ça ne résoudra pas la violence, ça ne va pas résoudre la violence dans les établissements scolaires. 44% à penser que oui. Alors Nadir, est-ce que pour toi la présence policière va résoudre la violence dans les établissements? Non, pas du tout. Après, ce qui est triste, c'est qu'on voit qu'en fin de compte, c'est une réponse à un besoin, notamment par rapport à l'opinion publique, qui est comme pour l'histoire des quartiers populaires, quand on parle de répression et de certains sujets, notamment comme les quartiers populaires ou certains citoyens, pour faire plaisir à une opinion qui serait plutôt à droite voire aux extrêmes, on leur fait croire qu'en mettant un peu plus de policiers et pas de violence, mais une certaine violence dans les quartiers va répondre à une autre violence. Et en même temps, ce qui est triste, c'est quelque part, c'est casser la vraie autorité, celle des professeurs. Donc aujourd'hui, on va opposer une autre autorité à celle des professeurs, en espérant répondre à des problématiques qui peuvent être résolues en interne, je pense, qu'il faut leur donner les moyens, un peu comme les policiers quand ils interviennent dans les quartiers. Il faut donner les moyens aux profs de pouvoir donner l'enseignement nécessaire dans des bonnes conditions, mais par rapport à des problématiques qui sont liées à certains enfants qui sont très agités pour certains ou très violents, c'est vrai qu'il y a un travail également à faire avec les parents, les parents, les professeurs et puis l'environnement scolaire, mais ne pas faire intervenir la police, ça c'est scandaleux. C'est démontrer que déjà qu'elle est en manque d'effectifs cette police. Et c'est démontrer quelque part que Macron et son équipe n'ont toujours pas compris. Les autres gouvernements précédemment avaient aussi ce genre d'idées dans le tiroir. Et maintenant, comme les gens, comme je dis, sont rien n'est encore fait, Nadir. Ils ont mais rien que repoussé de mettre ça sur la table, ça démontre à quel point ils entendent pas les professeurs, ils entendent pas tous les intervenants du milieu scolaire et donc là c'est quand même grave à leur niveau, parce que lui-même, comme je t'ai dit, Macron et son équipe qui prétendaient faire différemment, autrement que le vieux système, mais en fin de compte on s'aperçoit qu'il est comme lui, il répond aux aspirations d'une opinion publique qui est assez pour réprimander ces jeunes-là, et puis c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. En tout cas, vous nous appelez, vous 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous ça va résoudre le problème de violence qui existe, qu'on ne nie pas, on va pas le nier. Il y a des violences effectivement dans les établissements scolaires, elles existent, il y a des agressions de profs, d'ailleurs on en reparlera dans ton avis tranché tout à l'heure, Lissel, au travers de ce mouvement qui est né, pas de vague à l'issue de cette agression à Créteil. Mais est-ce que, Lissel, selon toi, ça va résoudre la violence dans les quartiers, dans les établissements difficiles? Il insiste bien là-dessus, Blanquer. Non, pas dans tous les établissements, uniquement dans les établissements difficiles. Absolument pas. Et d'une part, je pense qu'il faut s'interroger sur la violence. Quel type de violence et quelle situation des enseignants. Les enseignants, en général, j'ai été professeur de collège pendant 4 ans. Oui. Agressé, jamais? Agressé, jamais. Non, pas jamais agressé. Moi, j'ai enseigné 4 ans à Bondy et j'ai jamais eu d'agression. Bon, ça veut pas dire. Ouais. Voilà, mais dans l'établissement, en effet, il y avait des moments
où il y a eu des tensions, des situations difficiles. Maintenant, dans ma carrière, il n'y a pas que dans ces établissements, et c'est là où je pense que déjà il faudrait réfléchir autour de la violence. En fait, en tout cas du point de vue des enseignants, il y a des établissements dans de beaux quartiers qui sont aussi très violents pour les enseignants, c'est-à-dire que on peut recevoir des insultes en Seine-Saint-Denis, je ne le nie pas, mais dans des beaux quartiers aussi, c'est-à-dire que là aussi on a des professeurs qui ne sont pas considérés dans leur autorité, sont considérés comme des prestataires qui doivent répondre à une demande particulière. Donc là aussi des cas de violence qui sont pas posés comme tels. Et donc la réponse de dire envoyer la police, c'est penser uniquement la violence de l'école comme une violence produite dans les quartiers. Mais alors comment fait-on pour y répondre alors à cette violence? On peut pas rester à rien faire. Mais après c'est un problème global, c'est un peu comme les quartiers populaires. C'est la société qui est de plus en plus violente. Il y a une réalité. Après la violence à l'école. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi maintenant? Mais on met les acteurs autour de la table. C'est toujours pareil. Est-ce que le Premier ministre a fait ça réellement? Je pense qu'il est tombé dans la pression médiatico de l'opinion publique et de certains politiques. Il a voulu répondre très rapidement, notamment au dernier fait qui s'est produit du côté de Créteil. Ouais. Et donc je pense que c'est pas intelligent parce que c'est des problèmes qui sont peut-être récurrents, qui sont peut-être assez violents, mais qui sont à l'image de la société française aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on ait plus peut-être de violence. On a peut-être autant de violence, mais c'est structurel, c'est presque constitutif de l'école française. C'est une école en même temps qui met en concurrence, qui diminue les moyens. Là, ce dont on a besoin dans les écoles, et tous les professeurs le constatent, c'est plus d'enseignants, c'est-à-dire que c'est même complètement mieux formés, mieux accompagnés. Dans une classe où on a 40 élèves, on peut pas enseigner de la même manière que dans 20 bien sûr. Et à 20 ou à 15, donc vraiment lorsque les enseignants sont répartis entre 3 établissements, parce qu'on a des néo-titulaires, des contractuels qui font 3 heures dans un établissement, 6 heures dans l'autre, etc. Comment on peut établir une autorité et une bonne position des enseignants? Alors on va prendre l'avis de Milo qui nous appelle au 01 40 33 9000, et j'invite d'ailleurs toute personne qui travaillait de loin ou de près d'ailleurs dans l'enseignement ou dans les établissements scolaires à nous donner votre avis, qui nous intéresse pour le coup. Est-ce que pour vous la présence policière dans les établissements dits difficiles va résoudre le problème de violence? Milo, bonsoir. 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 Excusez-moi, mais moi j'appelais plutôt pour le sujet précédent. Ah bon, vas-y, je t'en prie, Milo. Par rapport au Brésil, l'Amérique latine, l'Amérique latine en général. Bon, là, ils ont élu un président d'extrême droite. Un d'extrême droite et auparavant plutôt la gauche. C'est au moins il y a de l'alternance. Voilà, donc on sait que ce président, si à la fin de son mandat il déçoit, on sait qu'il va pas rester de force. Contrairement à nos pays, à partir du Maroc jusqu'à la Syrie, l'Irak, enfin l'Égypte et tout ça, l'Algérie, il n'y a pas d'alternance. Ouais, bon. Merci Milo pour cette petite réflexion. Oui, là, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. Visiblement, le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, ça devient concret cette histoire. Donc, bien que l'intéressé n'ait encore rien dit, mais bon. Parenthèse refermée. 01 40 33 9000 pour nous parler. On parle de ce sujet à la une. Donc, 44% de gens sur Facebook, sur le sondage du jour, pensent que ça va résoudre les problèmes de violence dans les quartiers dits difficiles. Dans les établissements dits difficiles en tout cas, mais précisons qu'il n'y a encore rien de fait puisque le plan en question a été repoussé. D'ailleurs notre président est tellement fatigué qu'il a dû s'octroyer quelques 5 jours de repos. Il est épuisé. Apparemment, il est au bout du rouleau, notre président. Ça fait peur à son âge. Vous imaginez, on a le président le plus jeune de la République, de la 5e, et celui qui nous fait je sais pas, un petit coup de mou là pour le coup. Bon, 01 40 33 9000, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame, quel est votre prénom? Christine, je vous appelle de Marseille. Bonsoir ma chère Christine et bienvenue à vous. Oui, je vous avais appelé il y a déjà quelques temps. Écoutez, soyez la bienvenue. Alors, on parle de la violence dans les établissements scolaires, Christine.
Eh bien, écoutez, moi, je pense que ça ne résoudra absolument pas le problème de mettre la police dans les lycées ou dans les collèges. Vous allez me dire ce que 1 ou 2 policiers peuvent faire face à plusieurs élèves. On sait que en plus le groupe peut agir. Il y a un effet de groupe aussi. Et moi, je pense plutôt qu'il faudrait soutenir les professeurs. Les professeurs auraient dû être soutenus par leur hiérarchie. C'est vrai, ils n'ont pas été assez soutenus pour le coup là. Voilà, moi je pense que le mal est fait, mais ça fait déjà beaucoup d'années, que les directeurs de lycée ou de collège auraient dû réagir. Alors justement, les académies. Mais je pose une question par rapport à cela parce que il y a aussi cette histoire de notation au lycée qui entre en compte. Et on sait que les proviseurs, certains proviseurs, en tout cas chefs d'établissement, ont minimisé des faits graves pour ne pas avoir une mauvaise note. Parce que c'est noté, cette histoire. Oui, mais c'est reculé pour mieux sauter, puisque de toute façon, ça devient une poudrière au bout d'un certain temps. Bah oui. Merci Christine, en tout cas, pour votre appel depuis Marseille. Et je vous remercie. À bientôt. Lisselle, sur cette histoire de notation là. Alors, sur cette question de laxisme, en fait, il y a une accusation aussi généralisée. C'est d'ailleurs la réponse de Blanquer est un peu contre ce apparemment laxisme qui régnerait dans tous les établissements. Alors il y a des établissements plus ou moins bien gérés. Il faut dire que les proviseurs et les principaux des collèges et des lycées, eh bien, ne sont pas formés pour ça. Ce sont d'anciens professeurs qui ont quitté les classes pour différentes raisons et qui donc initient une nouvelle carrière. Donc ils sont pas toujours à même de pouvoir connaître. Il faut un temps pour d'apprentissage. Et ensuite le laxisme ou la question des notations, en effet, ils sont notés par ailleurs, mais je dirais que le laxisme, c'est quoi? On dit les conseils de discipline, la hiérarchie n'intervient pas, mais par exemple, les conseils de discipline, eh bien, on peut se dire ces enfants ou ces élèves vont être exclus, mais ils sont exclus et ils sont obligés d'intégrer un autre établissement. Oui, en fait, ils se relancent la patate chaude. On reporte le problème. Il y a des échanges, donc parfois on se dit finalement on garde les élèves qu'on a, on peut aussi voir essayer de les sauver, essayer de trouver une solution. Encore une fois, la violence, il faut la réfléchir globalement. À quoi est-elle due et comment on peut c'est pas en excluant ou en correctionnalisant. On va étendre le débat si vous permettez, parce que j'ai la pub et notre amie Fatima Wassak qui pointe le bout de son nez. On en reparle avec elle parce que je suppose qu'elle a des choses à dire, ainsi que vous, chers auditeurs, au 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous jusque 18h avec Nadir Kaya qui est avec nous, avec Lisselle Quiroz Pérez qui est avec nous aussi et qui va nous livrer un avis tranché dans quelques minutes sur le mouvement Pas de Vague. Elle est arrivée, plus belle que jamais. Fatima Wassak, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Fatima? Un peu confuse. Là, tu peux, franchement, je te le dis honnêtement, tu peux. T'as battu le record des retards de tous les chroniqueurs là pour le coup. En plus, je sais qu'il y a des ouais, bon, ça reste en famille du coup. Mais je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui n'apprécient pas du tout en plus les retards, donc je m'en excuse auprès d'eux. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, alors ma chère Fatima, la question du jour aujourd'hui, c'est par rapport à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui se dit pas pour une présence policière dans tous les établissements de France, mais uniquement dans des établissements scolaires difficiles. Autrement dit, donc dans des quartiers où il y a des problèmes visiblement. Est-ce que selon vous, cela va résoudre le problème de violence, la présence de policiers dans les établissements scolaires? C'est la question que l'on pose. Et pour l'heure, vous êtes 44% à penser que oui, 56% de non. Et vous appelez évidemment, et on a du monde en ligne, notamment Nordine de Metz qui va nous donner son avis. Fatima, en premier lieu, la police dans les écoles. Mais là, je suis choquée du sondage, des résultats du sondage, que ce soit aussi mitigé. Je pensais qu'il y aurait, je sais pas, 95, 44% pensent que oui. Et vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. C'est dire vraiment le matraquage médiatique et puis bon voilà le devoir de pédagogie qu'on doit faire. Donc je compte sur Lisselle tout à l'heure pour nous éclairer sur la question. Non, c'est horrible de considérer. Alors déjà de considérer que il faille la police à l'intérieur des établissements. Ça déjà voilà, on peut en
discuter, enfin le tout sécuritaire pour régler ce qu'en réalité est de l'ordre du problème social, des inégalités, des discriminations, du manque de moyens pour les écoles publiques, du fait que voilà, on a affaire à un ministre quand même qui auprès de qui les parents, les syndicats d'enseignants, etc. se plaignent de voir qu'il y a de moins en moins de moyens et qui ne trouve rien d'autre comme réponse que de leur dire qu'il va supprimer 2000 postes. Donc voilà, donc il y a ça. Mais alors là, le fait de dire ce sera pas pour tout le monde et ce sera grosso modo uniquement pour les Noirs et les Arabes, parce que c'est ça en fait, c'est pour les pauvres, les Noirs et les Arabes, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est une manière de rassurer en fait les parents de classe moyenne, classe supérieure, et de leur dire rassurez-vous, la police c'est pas pour vous et c'est pas pour vos gosses. Vos gosses, voilà, on va continuer à les choyer, etc. à l'école. Il n'est pas question qu'ils aient affaire à cette violence qui consiste à venir avec des uniformes, avec des armes pour tuer, avec des flingues. Enfin, voilà, vos enfants seront protégés de ça. Par contre, ces petits sauvageons, les Noirs et les Arabes, eux, par contre, voilà, on va leur envoyer la police et vous allez voir comment, comme disait Sarkozy à l'époque, comment on va mater cette racaille. Donc voilà, c'est horrible. Donc voilà, vraiment, je comprends pas ces chiffres. Il faut vraiment dire aux gens que non, il faut lutter contre ça. Il faut vraiment empêcher ce pouvoir, ce gouvernement de nous envoyer la police pour nos gosses. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes au sein de l'établissement. Nous, on est bien, mais on nie pas, mais on est les premiers concernés parce que nous sommes les parents. Donc nous, on s'inquiète de ces problèmes. Blanquer, lui, s'inquiète pas. Lui, ses gosses, je sais pas où ils ont été faire leurs études ou je sais pas quoi. Eux, ils sont protégés de ça. Nous, on vit dans les quartiers populaires. Ces écoles-là, on les fréquente. Nos enfants les fréquentent. Donc nous, on s'inquiète en premier lieu. On s'inquiète. Mais quand on s'inquiète, mais on veut des vraies réponses, c'est-à-dire des réponses en termes de moyens, en termes de formation des enseignants, pour que nos enfants grandissent dans des cadres bienveillants et pas dans des espaces violents où ils soient pas obligés comme ça de se battre les uns contre les autres, dans un espace où ils soient pas en concurrence les uns contre les autres, etc. Il y a tellement de choses à faire, de bien. Et voilà. Et la seule chose qu'ils nous proposent, c'est quelque chose de dégueulasse, quoi. La police pour des enfants si petits, bon voilà. Alors comment résoudre les problèmes de violence dans les établissements alors? Déjà de pas supprimer des postes déjà. Ouais. Tu vois déjà, mais je comprends pas que les gens là qui ont répondu au sondage se disent pas, mais Blanquer là commence déjà par pas supprimer, et on le tutoie, commence déjà par ne pas supprimer des postes déjà, commence déjà par puisque l'école publique a des problèmes. Pourquoi tu viens supprimer excuse-moi Lisa, je sais que tu vas en parler tout à l'heure, mais tu vas supprimer de l'encadrement. Tu oses venir ouvrir ta bouche et nous dire que tu vas envoyer la police. C'est pas la police qu'on veut. On veut des profs, on veut des infirmières, on veut des médecins, on veut de l'encadrement, on veut de la pédagogie, on veut de la bienveillance, on veut que nos enfants grandissent dans un espace où ils soient respectés, où ils puissent apprendre, étudier dans de bonnes conditions. Attends, j'en parlais la dernière fois. Je vis dans une ville, Bagnolet, où à un moment donné, dans un quartier populaire, t'as un plafond d'école qui s'effondre. On en est là aujourd'hui. On en est à ce que nos écoles se dégradent. Tous les chiffres, tous les rapports montrent que les écoles, notamment du 93, des quartiers populaires du 93, sont beaucoup moins dotées que les écoles parisiennes, par exemple. Est-ce que ça, c'est normal dans un pays qui se prétend égalitaire, etc. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler? C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, en fin de compte, il connaît pas la réalité des problèmes. Il y avait aussi la situation à Marseille, où il y a eu pas mal de reportages sur des écoles qui étaient dans un état de délabrement total et scandaleux, avec des rats, de la peinture qui n'était pas en état, des conditions qui étaient hyper dangereuse pour les élèves, mais c'est ce que disait Fatima en fin de compte. Il n'entend pas les premières personnes concernées, notamment les professeurs, les enseignants, et il ne cherche même pas à les entendre. Il réagit simplement à l'opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique, dès l'instant où vous parlez de la banlieue, de certaines personnes, il faut du répressif. Voilà. Et donc lui, il répond tout simplement à ça. Il veut calmer la situation en disant écoutez, on va ramener de la police et puis la police va les mater et ça va se régler. Non, c'est pas ça. On l'a dit tout à l'heure. L'école est à l'image de la société. Rien n'est fait pour l'instant puisque le fait déjà d'en parler, c'est scandaleux, c'est violent. C'est le ministre de l'Intérieur d'abord il n'a pas de solution. Donc il cède à une certaine opinion publique, et notamment qui est de droite voire de l'extrême droite, et il répond pas aux problématiques. Quand on parle de ces cas, quand on rentre dans le détail par rapport à ces individus qui sont soi-disant violents ou qui peuvent, pas soi-disant, mais qui peuvent être très violents. En fin de compte, c'est de la souffrance. T'as des psys, voilà, t'as des spécialistes qui vont te parler d'enfants, qui vont t'expliquer la situation. Ils vont pas chercher à excuser, mais à faire comprendre pourquoi ces jeunes-là se comportent comme ça. Il y a souvent aussi des enfants qui ont déjà décroché d'un point de vue scolaire, après qui ont des difficultés aussi chez eux. Et quand tu commences à comprendre tout ça, tu peux éventuellement trouver des solutions. Mais lui ne cherche même pas à comprendre. On va accueillir quand même Nordine qui nous attend depuis longtemps du côté de Metz. Bonjour Nordine. Oui, bonjour Christophe, bonjour à vos invités. En fait, Fatima, je pense qu'elle a résumé tout ce que je pensais dire. Si Fatima a résumé, c'est parfait alors. Exactement. En fait, moi premièrement, c'est que je suis contre pour la présence de la police dans les établissements. Parce que voilà, on envoie nos enfants dans les écoles, c'est pour qu'ils apprennent. C'est pas la police
qui vont mettre l'ordre dans les écoles. Pour moi, personnellement, je pense pas. Après, Nadir, il avait dit avant, c'est que il faut de l'autorité. Je pense qu'il faut donner aux profs d'autorité. Il faut parler des vrais sujets qui fâchent. C'est que aujourd'hui, je pense au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut attaquer vraiment aux problèmes qu'il y a dans les établissements, sachant bien sûr qu'il y a des violences dans les écoles et tout ça. Mais je pense qu'il faut commencer par donner des moyens aux profs, aux établissements, et donner bien sûr de la valeur aux profs et de l'autorité aux profs. Parce que quand on parle, moi je vais sur mes 40 ans, quand quelques années en arrière, quand nous on était à l'école, c'est que vraiment les profs, ils avaient de l'autorité. C'est qu'on osait même pas dire à nos parents que j'ai un problème avec tel prof, avec tel problème à l'établissement, parce que on sait que le prof, il a toujours raison, il a de l'autorité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le prof, il a pas de l'autorité, c'est que les élèves, ils se sentent, je pense, personnellement, ils se sentent supérieurs au prof. C'est que le prof, il gère même pas sa classe correctement comme il doit la gérer. Et je pense que ça, c'est les problèmes qu'il y a dans les établissements. Nordine, moi, ça me rappelle quand même, c'est vrai, il a raison, Nordine, quand on était jeune, on respectait le prof. Moi, je me souviens, par exemple, que si je faisais une bêtise à l'école, la prof le disait à mes parents, je m'en prenais une à la maison, hein. C'était garanti, quoi. J'avais pas le droit de l'ouvrir là-dessus. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Si un prof engueule un gamin pour X ou Y raison, le parent est prêt même à venir insulter, voire même taper la prof. On en est là. Il faut pas le nier, c'est vrai, ça existe. Non, Christophe, vas-y, Lissel, parce que Lissel, alors d'ailleurs, je vous invite à attendre nos auditeurs et nos auditrices. Merci Nordine, en tout cas de Metz. Parce que Lissel parle en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignante. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une enseignante sur la question. Je revenais sur la question de l'autorité. Alors je ne suis pas sûre que la violence soit pédagogique et éducative. Hein. Enfin, donc ce qu'on faisait avant, en effet, ça produisait évidemment une peur. Forcément, les enfants avaient très peur non seulement de pouvoir recevoir de la violence des professeurs, mais en plus dans la famille. L'autorité, elle se construit, mais je pense que là aussi des études. Ça va pas marquer aujourd'hui, ça se construit dans la confiance. Mais il y a des études aujourd'hui dans tout le domaine des sciences de l'éducation qui prouvent aussi qu'on peut construire, mais il faut un espace favorable. C'est-à-dire on construit pas cela en mettant un prof qui vient 15 jours et puis qui repart, en ayant des équipes où un turnover considérable, où les équipes de direction justement ne soutiennent pas, où il n'y a pas des projets pédagogiques, où il n'y a pas vraiment des moyens, ou les classes, où on n'a pas vraiment le matériel, etc. Donc c'est tout un système qui va permettre que l'autorité se construise. Mais ça, on le voit, c'est-à-dire les personnes qui ont de l'autorité, c'est aussi parce qu'il y a un climat de confiance. On est d'autant plus, et les enfants, ils ne veulent que cela, apprendre. Ils sont là, ils sont vraiment. Oui, mais j'en ai vu des profs qui n'arrivaient pas à se faire respecter dans leur classe. Ça existe. Ouais, mais ça a toujours. Attends, Christophe, excuse-moi, mais déjà, ça a toujours existé. Mais moi, j'ai aussi eu des profs qui se faisaient pas respecter à l'époque. Il y avait des profs qui se faisaient respecter, des profs qui se faisaient pas respecter. Déjà, on attendait le cours de PS parce que c'était la nostalgie de l'école des années Get Up. Ça, franchement, ça ne fonctionne pas dans les faits. En fait, quand tu vraiment, après, on peut toujours idéaliser l'école d'avant, mais non, quand vraiment on creuse dans nos souvenirs précis, en réalité, c'était pareil. Mais surtout, ce qui est important de dire. Attends, non, mais moi, je vais te parler d'un problème, Christophe. Je vais te parler d'un problème. Je vais pas être très précise parce que les parents, pour l'instant, ne veulent pas. Tu sais que là, t'as un enfant de 7 ans, donc 7-8 ans, il est en CE2. Il est au CE2 depuis le début de l'année, depuis 7 ans. C'est un enfant qu'on connaît dans une association où je suis, on le connaît, ce petit. Il est tout mignon, tout gentil, c'est un petit arabe. Mignon et gentil, pas plus gentil que lui. Voilà, tu peux pas. Depuis le début de l'année, à cause de bavardage, soi-disant, il est devant un mur. Son instit l'a placé, elle lui a mis sa table, sa chaise devant le mur depuis le début de l'année. Tu te rends compte? C'est-à-dire que cet enfant-là, il fait une phobie scolaire, il ne veut plus aller à l'école, il fait pipi au lit, il est traumatisé. Les parents vont dans l'école. C'est déjà très difficile d'obtenir aujourd'hui un rendez-vous en primaire. Déjà, pour rentrer dans l'école, soi-disant Vigipirate, lutte antiterroriste, blablabla, les parents sont plus les bienvenus dans l'école. Ils obtiennent un rendez-vous avec la directrice. Tu sais qu'elle ne veut pas bouger. Elle ne lève même pas la sanction. Les parents pétaient un câble. J'ai vu le père, il voulait aller au commissariat pour porter plainte. Il savait pas quoi faire. Donc la violence, elle est pas que chez des petites 7 ans, 8 ans. On parle d'enfants là. On parle d'enfants. Elle est aussi du côté de l'institution. Et ça, c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que de la maltraitance d'enfants, des humiliations. Alors c'est pas forcément dit parce que les enfants, ils peuvent pas filmer, ils peuvent pas les
sur Twitter pour dire pas de vague et dire voilà moi tel prof m'a insulté, tel prof m'a humilié, etc. C'était insidieux. Voilà, les enfants, eux, on les écoute pas quand ils se plaignent, c'est ça la vérité. Mais la violence, elle est pas que du côté des enfants et des adolescents. Et donc rajouter de la violence supplémentaire, c'est-à-dire en plus des profs qui parfois sont débordés. Moi, je suis pas en train de pointer du doigt les profs. Moi, je suis mariée à un prof, j'ai une amie ici qui est prof, etc. C'est pas le problème des profs individuellement. C'est que déjà quand il y a des problèmes, tu viens pas leur bourrer les classes. C'est-à-dire quand tu as déjà des problèmes avec 25 enfants, tu vas pas leur mettre des classes à 35, 36, 37 enfants, ce qui est la moyenne dans certaines classes aujourd'hui. Et puis ça, donc voilà. C'est une bonne solution. Je pense qu'il faut l'élargir à tous les collèges, à tous les lycées. Et tout. Que les profs travaillent. C'était un appel d'air. Enfin, c'était un appel d'air. C'était de l'affichage. Alors je te laisse. On est d'accord. Parce que tu connais mieux que moi. Les instits sont tous unanimes. Ça marche beaucoup mieux en CP. Les CP ont été dédoublés. Maintenant, on a des CP à 12. Donc, ils sont unanimes à dire que forcément, les conditions sont meilleures. En plus, CP, c'est une classe importante. Oui, importante. C'est pas la seule, je pense. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'ils entrent à l'école élémentaire. Bon, c'est un moment charnière, c'est vrai. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut ajouter à cela, donc c'est très bien. Le problème, c'est que le gouvernement, ces postes de dédoublement de CP, en fait, ça a été pris sur les autres classes. Donc, du coup, on a des classes de CP à 12, mais on a des classes de CE2, de CM1 à 28, 30. Et donc, en fait, on camoufle un petit peu. On a fait du tricotage. C'est que des douilles, ce gouvernement. Vraiment, quand tu regardes, c'est qu'ils font de l'affichage politique, ils font de la com, et quand tu regardes, ils ne règlent pas réellement les problèmes structurels. Tu vois, il se dit pas, bon, j'ai des gros problèmes structurels, je vais les régler, je vais avoir un vrai plan de l'éducation. Non, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Nadir, c'est de la com. C'est comment rassurer telle partie de la population par rapport, voilà, au rapport qu'elle peut avoir avec ces populations-là, en réalité. Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est, à un moment donné, la société française qui voit ces petits garçons, parce qu'il s'agit surtout de garçons noirs et arabes, comme des menaces, comme des dangers. Et la question, c'est de savoir, et c'est comment on va les contrôler, comment on va les réprimer, comment on va les empêcher de venir mettre des bombes, etc. Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a derrière cette histoire de police dans les écoles. Parce que tu disais avant. Mais avant, c'était impensable. Oui, je disais avant. Mais avant, c'était impensable de poser. On n'aurait pas eu ce sondage. Non, mais Christophe, il y a encore 10 ans, si tu avais posé cette question-là, de qu'est-ce que vous pensez de la police à l'école, ça aurait été non à 100%. Ah oui, tu vois le travail qui a été fait dans les cerveaux sur le rapport que peut avoir cette société vis-à-vis des petits garçons noirs et arabes. Tu vois le travail. Mais les problèmes de violence, on les a pas inventés, Fatima. Ça a toujours existé. Moi, j'ai des souvenirs où je connaissais des jeunes qui frappaient leurs profs. Et des profs qui n'avaient pas de charisme ou d'autorité suffisante pour répondre à ça. Ça a toujours existé. Donc c'est toujours pareil. Là, on a franchi un cap quand même avec ce gamin qui Christophe pour s'amuser. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a des vidéos, mais c'est la même situation quand on parle des guerres des gangs, les problèmes liés au quartier. On est dans la même situation. C'est un problème global. Et là, tant qu'ils traitent pas la chose de façon globale et qu'ils mettent pas autour de la table toutes les personnes concernées, que ce soit les profs, les parents, les personnes de l'académie, parce que là il y a souvent aussi des problèmes liés à l'académie. On n'avancera pas parce qu'ils sont là, ils sont pas là pour résoudre les problèmes en profondeur. Voilà, c'est ça qui est malheureux. J'aimerais qu'on écoute quand même nos auditeurs parce qu'ils sont beaucoup à intervenir. C'est pour ça qu'on prolonge un peu le sujet. Forcément, ça intéresse beaucoup de gens parce qu'on est tous à être parents, en tout cas en grande majorité, je pense. Et donc ça nous concerne bien sûr. Je crois que c'est Youssef qui est avec nous ou Hassan, je sais plus. Oui, Hassan. Hassan de Paris. Bonsoir Hassan. Oui, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors, la police dans les établissements dit difficile, je précise. Moi, personnellement, ça me fait plus rire qu'autre chose et ça me rappelle le spectacle de Jamel Debbouze, son tout premier spectacle, quand il parle de la police dans les écoles. Parce que je crois que ça avait déjà été fait il y a quelques années. Ensuite, ce que je voulais dire, en fait, moi je pense que la première des choses, déjà, dans ces écoles qui sont en train de pointer du doigt, déjà, il faudrait mettre des profs compétents, des profs qui sont pas là que pour fixer des objectifs, faire leur programme et partir. Parce que moi, j'ai ma belle-sœur qui est prof dans une école en ZEP. Ouais. Et de ce qu'elle me dit, justement, on débattait sur ce sujet hier. Et ce qu'elle me dit, en fait, c'est que ce qu'on dit aux profs là-bas, c'est que voilà, vous allez arriver, il y aura des enfants difficiles. Donc ne vous prenez pas la tête avec eux, ne vous fatiguez pas, faites ce que vous avez à faire. Si vous écoutez pas, faites votre cours quand même. Et à la fin de la journée, vous rentrez chez vous et c'est bon. Parce que moi, je suis passé dans une école, j'étais en banlieue avant, et j'étais dans des écoles comme ça. Ouais. Et moi, les choses que je me rappelle, c'est que ma CPE qui me dit, écoutez monsieur, vous savez que quand on est fils de cadre, on a plus de chances de finir cadre. Quand on est fils d'ouvrier, on a plus de chances de finir ouvrier. Quand on étudie la sociologie, on nous dit que quand on est quand on est enfant de cadre et quand on fréquente des hautes sphères, on a plus de chances de se marier avec une femme qui peut être cadre ou banquière ou quoi que ce soit, mais quand on est fils d'ouvrier, on a plus de chances de tomber sur une femme qui sait pas lire, qui sait pas écrire, qui n'a pas de diplôme, ceci, cela. Donc déjà, je pense que c'est très important, c'est de donner confiance à ces élèves, de leur dire que même si vous venez d'endroits
de régions défavorisées ou de secteurs défavorisés, vous avez les mêmes chances que les autres, vous avez les mêmes chances de réussir. Moi, j'ai eu la chance de réussier parce que j'avais mes parents qui étaient derrière, qui disaient voilà, nous, on a eu une vie difficile, on est arrivé du bled, on a galéré, mais on veut pas que vous galériez comme nous. Donc accrochez-vous, faites ce que vous pouvez, allez au maximum. On est 4 garçons, à avoir eu le bac, on est 4 garçons à avoir fait des études supérieures. Et après, pour finir, je voulais juste parler d'un point, je sais pas si vous êtes au courant, si vous en avez entendu parler ou pas. Il y a une vidéo qui est assez reliée sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé au consulat de Créteil il y a quelques jours où il y a des personnes qui travaillent au consulat, parmi eux des gens de la sécurité. Ah ouais, académie plutôt, pas au consulat. Non, c'était au consulat qui ont agressé au consulat d'Algérie, je vous parle. Ah, d'accord, ouais, là, tu sautes du coq à l'âne, là, pour le coup, hein. Ouais, c'est un autre sujet, en fait. C'est je sais pas si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler, mais c'est des gens qui travaillent au consulat qui ont frappé des citoyens algériens dehors. Oui. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est assez violent, c'est assez choquant. Bon, on va. Si vous êtes au courant, mais si vous pouvez regarder, peut-être nous en parler ou dire. Oui, on va enquêter, Hassan. Merci. Le témoignage aussi de Salima qui est prof d'anglais. Bonjour Salima. Oui, salam alaikum à tous. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit, donc je partage pas mal donc le même point de vue que vous. Mais j'ai juste une pensée pour la collègue là, donc en lycée professionnel, parce que ça m'a fait penser à des situations similaires. Quand je dis similaires, pas à ce point-là, puisque il y avait pas tous les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à pointer du doigt les collègues, c'est-à-dire que quand il y a un souci avec un élève, là en général, la hiérarchie, il est rare qu'elle nous soutient et elle fait comprendre aux collègues que le problème vient d'eux. Aujourd'hui, on en arrive à un stade où parfois la parole de l'enfant passe avant celle de l'élève et on a ce gros souci également parfois d'avoir des parents très très intrusifs. Donc ce prétexte que voilà, ils ont été élèves et qu'ils ont voilà leur représentation d'eux en tant qu'élèves, certains ont des discours très très négatifs à la maison concernant le métier d'enseignant et je peux vous assurer qu'aujourd'hui il faut avoir les nerfs solidement accrochés pour exercer ce métier au point que plus personne ne se présente au concours puisqu'on fait de plus en plus appel à des contractuels voilà et à des vacataires. Alors Salima, cette collègue-là et oui. Salima, Lissel peut-être va te répondre là-dessus. C'est très important ce que tu soulèves comme sujet là. Oui, moi je suis d'accord que c'est difficile et que parfois il y a des enseignants vraiment devant un phénomène de détresse et ils vont travailler la boule au ventre et c'est extrêmement difficile. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit dans des situations où on porte la parole des élèves à un niveau supérieur à celui des enseignants. En général, c'est pas. Ça dépend du type de hiérarchie, madame. En fait, ça dépend de la hiérarchie. Exactement. Et il y a des établissements ZEP classés REP ou REP+, qui fonctionnent, des REP plutôt, je dirais, où on a une équipe enseignante. Les réseaux d'éducation prioritaire. D'accord, merci. Donc considérés comme les plus violents, difficiles, etc. Où ça se passe très bien, où il y a peu de turnover, et en revanche, il y en a d'autres qui ne sont même pas REP. Classé REP, et où pourtant les phénomènes de violence. Donc je pense que en effet il faut construire des espaces d'échange et qui soient vraiment accueillants pour les élèves. Mais je pense, alors c'est indépendamment et des élèves, parce que je pense que, enfin, c'est pas des élèves, des enseignants et du corps. C'est global. Encore une fois, je pense qu'il faut le voir dans sa totalité. En général, bon, on a des établissements moins dotés. Lorsqu'ils sont difficiles, c'est qu'ils sont moins dotés. On a de l'encadrement vraiment déficient. Alors, et encore une fois, c'est pas forcément les proviseurs qui sont corrompus ou que sais-je, mais juste pas formés, viennent d'arriver, n'ont pas d'autorité. Enfin, ça ne connaissent pas le terrain, etc. On a des professeurs néo-titulaires en général dans ces établissements difficiles, donc qui n'ont pas d'expérience, qui ont des difficultés. Beaucoup de contractuels. On vient d'avoir un rapport du CNESCO qui montre que les territoires, les espaces les plus défavorisés ont le plus grand nombre de contractuels, et on sait, mal payés, avec des heures par-ci par-là, des emplois du temps, mais avec des très très compliqués sur 5 jours, sur différents à faire des allers-retours. Forcément, comment on peut travailler avec des niveaux, tous les niveaux, les néo-titulaires ont tous les niveaux. Donc tout ça contribue, plus et bien entendu des enfants qui sentent cela, c'est-à-dire sentent
la nervosité, le stress, que les cours ne sont pas les mêmes que d'autres établissements, des manques de moyens, qu'il n'y a pas de forcément tout cela d'encadrement fait que ça explose. C'est vraiment une. Salima. Et puis, excuse-moi, Christophe, peut-être le manque d'espoir aussi, parce que ce que disait l'auditeur juste avant, Hassan, je crois, voilà, lui disait que en fait à l'école, notamment au collège, en fait, on fait comprendre à certains élèves que en fait c'est pas la peine de trop se casser la tête, etc. De toute façon, ça sera un BEP, un CAP. Oui, ça c'est les conseillers de désorientation. Mais ça, voilà, non mais au-delà même des conseillères ou des conseillers d'orientation, c'est toute l'institution scolaire en réalité. Tu vois, quand t'as des enseignants dès la primaire qui effectivement ne s'investissent pas tant que ça parce qu'ils se disent que de toute façon c'est peine perdue et que de toute façon ils iront faire un CAP, un BEP, ils iront en SECPA, etc., etc. Voilà, comment tu veux que des enfants qui effectivement ressentent ça, parce qu'ils sont pas, nos enfants, ils sont lucides par rapport aux perspectives qu'ils peuvent avoir. Quand ils sentent qu'en fait en face d'eux, en fait ils ont des enseignants, ils ont affaire à une institution qui ne croit pas en eux, qui de toute façon désespère d'eux, qui de toute façon va les envoyer faire un BEP, un CAP, c'est normal que de toute façon, du coup voilà, c'est des enfants et du coup pas de cadre, pas de discipline, etc., etc. Merci Salima, désolé, il y a la pub, on doit y aller. Merci, au revoir. Merci à toi en tout cas d'être intervenu. Vous continuez de nous appeler et dans un instant, avis tranché signé Lissel Quiros Pérez pour le mouvement Pas de vague. Justement, ce mouvement est né sur Twitter à la suite donc de cette agression de cette prof à Créteil. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Fatima Ouassak qui est avec nous, avec Lissel Quiros Pérez qui nous réserve son avis tranché dans quelques minutes, Nadir Kaya également de la partie. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000, je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter Mustapha qui nous appelle de la Normandie au 01 40 33 9000, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Il a envie de se faire entendre et dire peut-être sa version des choses. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, depuis tout à l'heure, je vous attendais. Donc, là, je suis enseignant, ça fait 28 ans que je suis professeur au collège. Oui. Dans les 28, j'ai travaillé 20 ans dans les quartiers difficiles. Oui. Au Havre, le plus difficile. Au Havre. Et ça me dérange pas de retourner tout ça. Il faut savoir, tout à l'heure, je suis pas d'accord avec votre collègue, qu'il dit qu'il y a des profs qui s'investissent pas, qu'il disent qu'il y a des élèves qui sont, de toute façon, c'est pas la peine d'investir parce qu'ils savent qu'ils vont pas continuer ou bien ils vont dans le BOP aussi AP, tout ça. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont investis. Mais le problème, c'est ce qu'il faut résoudre, c'est le problème, c'est sûr et certain. Si on traite les élèves comme nos enfants en classe, je pense qu'on n'aura pas de problème. Et deuxièmement, il faut essayer d'investir les parents dans l'éducation, parce que les parents sont vraiment, surtout dans les quartiers difficiles, tout ça, ils n'existent même pas quelquefois. Merci Moustapha. Alors c'est vrai que ça, c'est un problème qu'on m'a souvent soulevé. Lissel, peut-être tu vas pouvoir nous le dire, Fatima aussi, que les parents ne s'investissent pas dans la scolarité de leurs enfants, à tel point que quand par exemple il y a des réunions parents-élèves, il y a quasiment pas beaucoup de parents qui sont présents. Là t'es tombé sur un os parce que nous on a créé un syndicat. Non mais peut-être que je suis tombé sur un os. Je te rappelle juste des faits de gens qui disent voilà, j'habite dans les quartiers populaires, moi je m'investis, quand je vais dans les réunions parents-élèves il y a personne, c'est normal? Oui, je suis d'accord. Je sais pas si c'est. Alors, il faudrait calculer globalement sur tout le territoire français combien de parents, parce que parfois on focalise aussi sur certains établissements, sur certains espaces. En effet, il y en a beaucoup moins. Maintenant, moi, je me mets à la place en tant que mère. Je sais que je vais avoir. J'ai un garçon, on dit racisé, qui juste joue, et que je sais que je vais avoir des réflexions ou des questions comme ça d'autorité ou de vouloir. Ça m'est déjà arrivé en plus d'être confronté à ce genre de situation. On peut aussi comprendre que des parents ne veuillent tout simplement pas non plus aller se faire infantiliser. Donc mais à force de parfois, tout comprendre, on va finir par peut-être ne plus rien maîtriser et contrôler. Maintenant, je suis d'accord. Je pense qu'il faut quand même y aller. C'est-à-dire que j'y vais. C'est obligé quand même. Mais on peut partir aussi. Donc c'était pour répondre à la question. Juste pour finir. Donc cette idée qu'on ne s'intéresse pas. Moi, je n'y crois pas. Qu'il y ait des parents qui ne s'intéressent pas et qui abandonnent complètement. Quand on abandonne, je pense que ça doit être le dernier. Ça doit exister. Après, ça doit être une minorité par rapport à l'ensemble. C'est une minorité, évidemment. Exactement. La majorité de parents. Il y a des parents qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent, parce que ceci, cela. Mais bon, quand même. Enfin, je n'imagine pas des parents hors situation de vulnérabilité extrême, de je sais pas, de maladie, de cas
vraiment une situation normale, des parents qui sont dans une situation normale. S'intéressent au futur et aux scolarités des enfants. Oui, Fatima, je te vois envie de bondir là. Bah, j'ai envie de bondir parce qu'en fait tu dis non mais on peut pas tout comprendre et tout. Bon déjà il s'agit de nos gosses quand même. Tu vois. Donc à un moment donné, il peut pas y avoir des gens comme ça externes, notamment l'institution, qui vient nous juger sur la manière dont on éduque nos enfants. Parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, c'est que tout à l'heure un auditeur, il me semble, l'a dit. En fait, a eu l'impression que moi je disais que les enfants dans les quartiers populaires et dans les écoles, les écoles en fait dites de seconde zone, ne s'investissaient pas. Pas du tout. Moi j'ai dit qu'en fait des enfants réagissaient de manière violente au fait qu'on ne croyait pas en eux. C'est pas la même chose. Maintenant, moi, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, par exemple, tu sais que les enfants issus de l'immigration, à classe sociale égale, réussissent mieux. Ouais. Est-ce que tu sais que les filles issues d'immigration réussissent mieux, par exemple, à classe sociale égale, réussissent mieux que les petits garçons mais tu réponds pas blancs à ma question. Non, mais ils réussissent mieux. Pourquoi ? Attends, excuse-moi Christophe, ils réussissent mieux pourquoi ? Ils réussissent mieux parce que notamment les parents dans les quartiers populaires, notamment les parents immigrés, investissent énormément l'école de leurs enfants. Ça, on le dit pas assez. On ne dit pas assez que nous, immigrés, nous aimons nos gosses. Nous voulons qu'ils réussissent le mieux possible. Maintenant, comme tu l'as dit toi-même, on a souvent le travail haché, c'est-à-dire précaire. Tu commences très tôt le matin. Les femmes de ménage, par exemple, elles commencent très tôt le matin. Elles travaillent tôt. Non, mais c'est toutes ces questions sociales qui font que tu as des HLM, tu as peu de place pour tes enfants. Tu as une chambre ou deux, etc., etc. T'as des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur. Les enfants peuvent pas jouer dehors. Pourquoi ? Parce qu'il y a des flics dehors, il y a la drogue dehors, etc., etc. C'est toutes ces conditions-là qui font que on a moins de possibilités de bien éduquer entre guillemets nos enfants. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on aime nos enfants et qu'on s'investit pour nos gosses. Non, je dis simplement. Non, je dis juste, soit en fait on s'assoit autour de la table et on pose les questions sociales, c'est-à-dire quelles sont les conditions sociales pour que les enfants puissent grandir dans des cadres bienveillants, qu'ils puissent grandir ambitieux, etc., etc. Soit on pose cette question-là de manière sincère et on essaie d'y répondre. Si c'est pour renvoyer les parents à leurs responsabilités au fait qu'ils fassent mal, etc., etc. Tu vois, quand je te disais, t'es tombé sur un os avec Lissel et moi parce que nous on a créé un syndicat de parents. Nous, il se trouve qu'on nous sabote. Il se trouve que nous, quand on veut entrer dans l'école, quand on veut poser des questions, quand on veut aider, quand on veut faire des propositions, quand on est force de proposition pour dire, bah voilà, nous ce cours-là, voilà comment on le voit, cette pédagogie, voilà comment. En fait, on nous renvoie dehors. On nous dit, vous n'êtes pas légitime, etc. Ça, il faut le dire quand même, que les parents sont poussés vers l'extérieur de plus en plus. Par exemple, je le disais tout à l'heure rapidement, aujourd'hui, l'école primaire, c'est quasiment impossible d'y mettre les pieds. Autant la maternelle, ils étaient un petit peu accompagnés jusqu'à la classe. Et encore difficilement. En primaire et au collège, c'est mort. Tu veux plus rentrer. Tu n'es pas légitime à rentrer dans la classe. Donc déjà, voilà qu'on fasse un travail pour permettre aux parents déjà de mettre un pied tranquillement sans être effectivement infantilisés, sans être jugés. Y compris, et ça je le dis pour les femmes qui portent un foulard, y compris pour les parents qui ont un accent du bled par exemple, qui ne soient pas stigmatisés, qui ne soient pas infantilisés, ça serait déjà beaucoup. Voilà. Donc il faut arrêter de pointer du doigt les parents démissionnaires, et je terminerai par un mot, parce qu'on dit oui, les parents arabes, les parents noirs et tout, ils éduquent pas leurs enfants, ils les éduquent mal, etc. Il faut voir les classes moyennes et supérieures, combien de temps elles passent avec leurs enfants. Tu vois, c'est 30 activités par semaine, tu fais du sport, du théâtre, etc. On peut aussi avoir affaire à des parents démissionnaires qui ne touchent même pas leurs enfants, même comme ça, ils les touchent pas. Pourquoi on pointe jamais du doigt ces parents-là qui sont cadres, etc., qui travaillent 70 heures par semaine et qui confient leurs enfants à la nounou sénégalaise ou à la nounou marocaine? Pourquoi eux, on les pointe pas du doigt? Pourquoi il y a que nous qu'on pointe du doigt en mode de démissionnaire? Ce mot, on dirait qu'il a été créé pour les Noirs et les Arabes. Ça aussi, c'est une question. C'est pour avoir des propos racistes, de jugement raciste. Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut, et alors je te dis, nous, on est parents et nous, on veut s'investir. Il se trouve que on nous sabote. Oui, non, donc c'est bien la preuve. Il y a des parents qui sont présents dans toutes les réunions parents d'élèves. Non, c'est bien la preuve. Non, excuse-moi Christophe, c'est bien la preuve que ceux qui pointent du doigt les parents pour les renvoyer leurs responsabilités ne sont pas sincères. Nous, on peut le prouver puisque nous, on veut se bouger et on nous empêche. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la responsabilité qu'on cherche. On cherche à stigmatiser. On cherche à nous renvoyer la responsabilité du fait que c'est la merde dans les écoles. Si c'est la merde dans les écoles, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, c'est parce qu'on vit dans des ghettos, c'est parce qu'il y a du chômage, c'est parce qu'il y a des questions sociales telles qu'il est quasiment impossible d'élever tes enfants dans de bonnes conditions. C'est ça la vérité. On en parlait. Non mais dans des immeubles de 18 étages où t'as pas d'ascenseur, tu vas chercher tes gamins. Non mais tu t'imagines, mais comment tu veux que les gens, à partir du moment où on est traités comme des animaux, et malgré ça, excuse-moi Nadia, malgré ça, on arrive quand même à éduquer nos enfants, malgré ça on arrive quand même à faire que nos enfants deviennent, pour des exceptions, mais quand même, des ingénieurs, des médecins, des profs, etc. Ici, la preuve autour de la table. Donc malgré ça, c'est ça qu'il faudrait saluer. C'est que malgré tout, parce qu'on aime nos gosses, parce qu'on investit énormément l'école, on s'accroche quand même. Voilà, c'est ça qu'il faudrait valoriser. Eh ben c'est dit, en tout cas. Et de fort bonne manière. Avec Daoud qui nous attend au téléphone. On a Daoud et on a Salima. Et après, ensuite, on passe à l'avis tranché de Lissel. Daoud, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Daoud, alors on t'écoute. Ouais, j'écoutais depuis tout à l'heure et ça me rendait fou parce que là on s'éloigne vraiment du sujet parce que la police à l'école c'est vraiment une ligne rouge
Parce que moi, j'ai une solution simple. C'est en 3 étapes. C'est une formation complète pour les professeurs, c'est-à-dire dans le social, pédagogique, même physique. Enfin, en deuxième étape, j'ai aussi, par exemple, pour les parents défaillants, une sanction financière, c'est-à-dire sur les APL ou autre chose, la CAF. Comme ça va leur mettre vraiment... Ouais, mais ça risque d'enfoncer un peu plus, ça, hein. Mais bon, ouais, vas-y. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents... Non, c'est Daoud. Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient que donner un paquet de chips dans la main de l'enfant et un téléphone, c'est c'est les éduquer. Ils sont loin de ça. Bon, bref. Et enfin, le retour de la baffe. Parce que si on voit... Ah, t'es pour le retour de la baffe, toi? Ah oui, parce que si on voit que l'enfant... Moi, je me rappelle, je vois des films des années... Et toi, on a le droit de te baffer ou pas? Non, mais si on voit que l'enfant, il manque de respect, et qu'on a prévenu les parents, et les professeurs sont au courant, on lui met une baffe, 2 baffes, 3 baffes... Daoud, est-ce que t'as des enfants, Daoud? Non, j'aimerais bien en avoir. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça, alors. C'est facile, là. C'est pour ça. Que Dieu les accompagne. Bon, en tout cas, merci Daoud, on a entendu donc tes propositions, qui ont été reprises. Ouais, bon, c'est des propositions après, voilà. Qui ont été reprises d'ailleurs par Wauquiez. Je crois que Salima est là, on va la prendre rapidement, Salima. Oui, bonjour. Bonsoir Salima, vous nous appelez de Clermont-Ferrand, vous nous écoutez sur le 94 FM là-bas. Bonsoir Salima, pour conclure sur ce sujet, ma chère Salima, on vous écoute. Maman de 3 enfants, je travaille, donc je salue toutes les mamans qui travaillent, qui ont des enfants. C'est très compliqué d'éduquer des enfants. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les professeurs, je trouve qu'il manque beaucoup de formation avant d'attaquer une classe avec 30 élèves. J'ai un enfant qui a été difficile en maternelle. Je sais aussi ce que c'est de rencontrer une maîtresse qui vient tous les jours à 11h30 nous dire qu'il n'a pas été sage, qu'elle va être bientôt à la retraite, qu'elle a 30 gamins dans une classe majoritairement des garçons, qu'elle en a marre. Donc je peux comprendre tout. Moi, quand j'ai besoin de parler avec un prof au collège pour ma fille, je prends rendez-vous. C'est super maintenant, là, il y a le NT, il y a l'école directe, il y a tous ces systèmes de moyens de communication avec le prof principal. Quand il y a un souci, il faut pas laisser traîner. Il faut vite contacter les profs et essayer de les résoudre. Effectivement, avec le plan Vigipirate, je n'ai plus le droit d'accompagner ma fille qui est en maternelle jusqu'à la classe. Je dois la laisser dans la cour. Mais ça n'empêche pas que je parle avec la maîtresse. Je prends le temps, même si je travaille et que j'ai des horaires très pressés. Là, je sors du boulot. Je vais acheter le livre, je vais faire l'écho, je rentre à la maison. Enfin, voilà. Mais tout ça pour dire que les parents doivent être présents. Et il y en a beaucoup qui sont présents avec leurs enfants. Et puis, voilà, c'est un travail de groupe. Merci Salima pour en tout cas ce témoignage. Voilà, c'est la preuve que finalement que ça marche. Enfin, forcément quand on s'investit. Bien sûr. Non mais moi encore une fois Fatima, il s'agit pas de donner mon avis personnel parce que je peux pas te le donner parce que j'ai pas ce vécu-là. Mais je te répète simplement ce que disent des gens au travers de différents débats qu'on a eu ici, des gens qui disent à nous appeler de quartiers dits difficiles et dire quand il y a des réunions parents-enfants, il y a personne. Donc voilà, je te pose simplement la question et toi tu nous dis avec tes mots et tu nous expliques que tout ça c'est pas vrai et que de toute façon ça peut aussi s'expliquer par d'autres moyens et manque de structure et des quartiers qui sont vraiment déplorables et qui mettent des situations évidemment un petit peu très ennuyeuse. Tout ça s'entend, ça s'explique. Voilà, chacun évidemment avec son vécu. Maintenant, c'est vrai que peut-être que certains exagèrent et que peut-être d'une petite minorité, on en fait. Vous savez, la minorité dont on entend le plus, quoi. La majorité silencieuse, vous connaissez. Mais voilà. C'est tellement plus facile de pointer du doigt des parents en disant non, mais il faut leur enlever les allocs, que de toute façon ils font n'importe quoi, ils sont laxistes, etc. Que de réfléchir véritablement à une réforme de l'éducation nationale, que de réfléchir véritablement à des alternatives sociales, etc., etc. Voilà, c'est beaucoup plus simple de dire que c'est le voisin. C'est le problème du voisin qui éduque mal son gosse, tu vois. C'est ça aussi, c'est qu'on est de plus en plus individualiste, on est de plus en plus en train de se juger les uns les autres. Et voilà, c'est ça que veut ce gouvernement. C'est vraiment créer la division entre nous, la concurrence, au lieu de nous atteler nous à être sur des solidarités, à être sur des réflexions collectives, etc., etc. En tout cas, bravo pour ce front de mer qui existe et qui fait un bon boulot, en tout cas. Lissel, est-ce que tu es prête? Oui. Alors très bien, on va pouvoir t'écouter parce que tu justement nous as fait écrit un avis tranché. Tu vas t'essayer à cet exercice sur le mouvement qui s'appelle Pas de vague. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y.
Alors Lisselle Quiros-Pérez, en tant qu'universitaire historienne, réaction sur ce mouvement Pas de vague qui est né, je le rappelle, sur Twitter au lendemain de l'agression de cette prof à Créteil. Oui, justement, tout commence par une vidéo postée par un élève mettant en scène un camarade d'un lycée professionnel de Créteil qui menaçait d'une arme factice une enseignante pour qu'elle le note présent à son cours. Cette vidéo a ému l'opinion publique et a largement tourné sur les réseaux sociaux jusqu'à atteindre le milieu enseignant. Dimanche 21 octobre, vers 20h, la twittosphère des enseignants s'est enflammée et en l'espace de quelques heures, des centaines d'enseignants ont posté sous le hashtag Pas de vague des témoignages de violences subies par les équipes pédagogiques. L'enseignante menacée a porté plainte. Le rectorat de Créteil a condamné très fermement cet acte, tandis que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est empressé de lancer un plan d'action contre les violences à l'école. Et il a réuni un comité stratégique le 26 octobre pour mettre en œuvre les mesures contre cette violence. Celles-ci seront vraisemblablement axées sur la répression, comme on vient de le dire, et les ministres qui intègrent ce comité sont ceux de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la Justice. Donc on voit bien ce renforcement de la répression. Il s'agira, entre autres, d'autoriser la présence des forces de l'ordre dans les établissements, de créer des permanences policières dans les écoles et de renforcer les sanctions dans le cadre des conseils de discipline, voire l'imposition de travaux d'intérêt général pour les élèves. Nous ne sommes pas dupes. Derrière cet arsenal de mesures se cache la volonté de porter la responsabilité des violences en milieu scolaire sur le dos des élèves et des familles des quartiers populaires et pas des autres. En tant que parents et membres de la communauté éducative, nous sommes bien sûr émus par la détresse dans laquelle se trouvent de nombreux professeurs, notamment des contractuels, les remplaçants, les néo-titulaires qui sont obligés d'aller au charbon sans formation ni accompagnement et souvent très mal rémunérés. Nous exprimons toutes nos solidarités avec ces personnes. Pour autant, il faut prendre distance avec cette émotion légitime et réfléchir aux causes réelles de la violence scolaire. Notre point de vue, au front de mer, est de considérer cette situation comme le résultat d'un phénomène structurel. La violence est malheureusement constitutive de l'école française, je dirais depuis l'époque de Jules Ferry. Les classements des établissements, des enseignants, des élèves, la mise en concurrence entre eux imposent une grande pression sur tous les acteurs de l'éducation. À cela s'ajoute l'inégale répartition des moyens alloués aux établissements selon leur territoire, comme vient de le montrer un rapport du Conseil national d'évaluation des politiques scolaires. En plus, on supprimera en 2019 2600 postes de professeurs du secondaire, 400 postes d'administratifs. Donc dans ces conditions, tout cela favorise un terreau idéal pour l'explosion de la violence. Que faire donc contre la violence concrètement? Eh bien, s'impliquer, en effet, en tant que parents, dans la vie de des écoles, de s'organiser collectivement comme nous le faisons au front de mer. Il s'agit aussi de ne pas stigmatiser les élèves des quartiers populaires et issus de l'immigration postcoloniale comme les seuls responsables de cette violence. Les témoignages des professeurs montrent que les situations difficiles ne se passent pas seulement dans le 93, mais on peut les trouver aussi dans le 16e arrondissement, à Neuilly-sur-Seine, ailleurs. Donc nous dénonçons le traitement médiatique et judiciaire différencié qui est utilisé pour stigmatiser nos enfants qui sont déjà les moins dotés, les établissements dans lesquels ils se trouvent sont moins dotés en personnel et en moyens financiers. On constate par exemple qu'il n'y a pas eu la même mobilisation lorsqu'en mars 2017, Kylian, fils d'un conseiller municipal filloniste et étiqueté FN de Grasse, s'est présenté dans son lycée lourdement armé avec, je le rappelle, un fusil, 2 armes de poing et 2 grenades et qu'il a tiré et blessé 4 personnes. Nous n'avions pas vu à ce moment-là la même réaction de la part du ministre face à un acte aussi grave. Et aux dernières nouvelles, Kylian pourrait même être libéré. Nous nous opposons également donc fermement à la présence des forces de l'ordre qui ne seront pas présentes donc sur tout le territoire métropolitain, mais exclusivement dans les quartiers populaires pour mieux discipliner et contrôler nos enfants. Le tout sécuritaire ne stoppera pas la violence.
elle ne fera que l'attiser. Il faut enfin déployer donc des moyens de manière équitable, car contrairement au discours officiel, nous observons que l'État ne donne pas plus aux territoires défavorisés, mais à ceux qui le sont déjà. Parce que une école plus juste, inclusive et bienveillante sera forcément une école moins violente. Merci. Merci ma chère Lissel, donc sur cet avis tranché donc concernant ce mouvement Pas de vague. Il y a eu effectivement au lendemain de cette agression à Créteil de cette prof, beaucoup de profs en fait qui ont utilisé ce hashtag pour dénoncer surtout leurs conditions de travail, qui ont raconté pour certaines d'entre elles leurs agressions parce qu'elles en ont eu, des proviseurs également qui parlent justement de la hiérarchie, qui leur demandent en fait d'essayer de taire un maximum ce qui peut se passer dans leur établissement pour des questions de notation, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, en tout cas ce mouvement Pas de vague il a suscité beaucoup de réactions et évidemment tu en as fait donc un avis tranché aujourd'hui. Petite réaction peut-être Fatima? Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Lissel. À la virgule près? À la virgule près. Parfait. Bon, dans un instant, zapping, un petit Libertad, et puis notre ami Nadir Kayak qui nous a préparé un avis tranché quand même. Hein, on va essayer d'écouter sur l'entrepreneuriat dans les quartiers. C'est important aussi de parler de l'entrepreneuriat parce qu'il existe et ça crée beaucoup dans les quartiers aussi. On en parle dans un instant avec Nadir Kaya. LGF, le grand forum, Fatima Wassak, Nadir Kaya et Lissel Kéros-Pérez qui sont avec nous sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes. Alors Nadir, j'aimerais que, au-delà d'un avis tranché, que tu nous parles de ce que tu voulais nous dire aujourd'hui au travers de l'entrepreneuriat, parce que c'est intéressant et ça va peut-être meilleur en lien avec le sujet que l'on a abordé depuis tout à l'heure, cher Nadir, sur l'école, sur les structures, etc. Et pour dire aussi que dans les quartiers, on peut être issu de quartiers et réussir. Au-delà de faire de brillantes études, comme l'a rappelé Fatima à juste titre, il y a aussi des gens qui entreprennent et qui décident donc de se lancer, Nadia. Oui, oui, c'est des images qu'on nous colle à la peau depuis des années et on fait croire aux Français que la banlieue c'est simplement la misère et la violence, mais c'est une réalité certes, mais qui ne représente pas la majorité des femmes et des hommes qui vivent dans les banlieues. Et ceux qui y vivent le savent très bien. Maintenant, nous, notre problème, c'est face à une certaine opinion publique et à ce gouvernement ou aux autres gouvernements qui nous ont toujours mis de côté pour des raisons X ou Y, souvent racistes malheureusement, mais c'est aussi une réalité. Alors j'ai fait une espèce d'avis tranché, je sais pas si on peut appeler ça réellement un avis tranché. Je rappelle un petit peu ce que j'ai pu vivre à une époque et rappeler qu'en banlieue on a toujours fait du business, moi j'appelle ça le business, et que c'est toujours lié au quartier. Preuve en est, statistiquement c'est dans les quartiers qu'on entreprend le plus en France. Alors le titre c'est Banlieue et business, une vieille histoire. Ouais, c'est dans nos gènes, dans notre ADN. On a tous un cousin, un parent, un ami qui fait du biz-biz ou qui biz-biz. Déjà tout petit, avec les potes, on allait au marché faire de l'oseille, celui d'Asnières, car c'était le plus près. Mais le top des tops à l'époque, c'était celui d'Argenteuil, qui était nos Champs-Élysées version farfouille. Certains venaient même du 9-3 et du 7-8 pour parader entre les stands. Et après ça a été l'époque où on voulait tous avoir notre propre marque de t-shirt, c'était la French Dream, ou faire du fric vite et bien fait, ou plutôt bien halal, car malheureusement les contre-exemples négatifs ne manquaient pas, et nous on ne voulait pas être comme eux. On cherchait par tous les moyens à être indépendants, et surtout innover, faire un truc qui n'existait pas et qui ferait le buzz. Ouais, entreprendre, c'est être libre, libre de faire et de défaire, des modes pour imposer un style, une marque, une empreinte, à tout jamais, inscrite sur nos murs de quartier, et si possible, sur tous ceux de la France, voire même jusqu'à l'autre bout du monde, au State. Aujourd'hui, nos quartiers continuent de construire des rêves, des ambitions, par le biais de femmes et d'hommes, ayant souvent eu du mal à percer, normalement, face à un système parfois raciste et très souvent encore inégalitaire. Mais on est des crèves fins, dans le bon sens du bis-bis. On ne lâche rien. Tu fermes la porte, on passe par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, on passe par le toit ou le sous-sol. Bref, on fonce. Ils sont partout, ces exemples positifs, les talents, les réussites. Comme l'un des premiers de nos quartiers qui a fait le buzz à son époque, l'inoubliable Aziz Seni de Mantes-la-Jolie avec sa boîte de transport, ou encore, plus proche, le jeune Moussa Camara de Cergy avec les Déterminés, en passant par Saïd Amouche de Bondy et Mosaïque RH, sans oublier Kathleen de Montfermeil qui est coiffeuse, Marie-Odile de Courdimanche, formatrice d'anglais, Zainabou de Rennes, créatrice de vêtements, ou encore Samia d'Épinay, consultante. Bref, les exemples ne manquent pas, ne manquent plus comme les excuses pour réussir et partager nos réussites pour nos jeunes. Les banlieues, les quartiers ne sont pas des territoires de non-droit, mais plutôt des terroirs à faire valoir nos talents et notre créativité. Alors, Monsieur Macron, si vous cherchez encore une solution pour nos banlieues, en voici une made in banlieue. Nos femmes et nos hommes et rien d'autre.
Merci Nadir, je pense que c'est clair en tout cas. Fatima souscrit à la virgule près aussi? Oui, évidemment. Oui, évidemment. Bon, c'est parfait. Parfait. Elisabeth, pareil? Oui. Bon, entièrement. je pense qu'on a été super complet finalement. Tiens, je voulais vous faire réagir sur une phrase apparemment qui aurait été prononcée par Gérard Collomb. Alors déjà qu'en quittant la place Beauvon, Gérard Collomb, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui avait dit en partant de place Beauvau que aujourd'hui nous vivons côte à côte, je crains que demain nous ne vivions face à face. Il aurait apparemment remis une petite tartine, c'est à Valeurs Actuelles qui rapporte ça, donc voilà, en disant que si on ne fait rien, la violence risque d'être irréversible d'ici 5 ans. Donc clairement, Gérard Collomb, il continue à attiser quelque part des propos avec cette guerre civile qui se profile selon, encore une fois, ce monsieur Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur. Quand ça vient de la part d'un premier flic de France, est-ce qu'il faut y porter quand même un quelconque intérêt? Est-ce qu'il parle en connaissance de cause? Il y a des choses qu'il sait qu'on ne sait pas. Est-ce que dans les quartiers ça brûle, Fatima, ou pas? Après, est-ce qu'il faut quand même, je sais pas si tu l'as précisé, mais Gérard Collomb, en fait, il est redevenu maire à Lyon. Et à Lyon, c'est lui qui a fait monter les extrêmes là-bas, enfin les extrêmes, les identitaires. Oui, générations c'est leur siège principal, c'est là-bas. Il les a mis bien, et là il y retourne quand même. Enfin, il y est, donc il les gère, etc., etc. Et je pense qu'il s'adresse aussi à sa base, tu vois, qui est clairement raciste aujourd'hui, fasciste, voilà. Donc, est-ce qu'il a des informations? Non, enfin, je pense que c'est ce que disait Nadir tout à l'heure à propos d'autres ministres comme Jean-Michel Blanquer et d'autres, c'est-à-dire qu'il parle à une certaine population, il parle à certains Français qui sont friands de ce genre de discours. Voilà, et qui sont parce que tu vois, je sais pas si vous en avez un petit peu parlé en début d'émission ou peut-être en début de semaine là hier mais oui, hier c'était quand les élections au Brésil, mais tu vois, il y a un vrai dimanche, mais il y a un vrai problème voilà aujourd'hui dans le monde, voilà ce qu'on appelle le suprémacisme blanc, c'est-à-dire oui, et puis vraiment des dirigeants qui ont un discours fasciste, d'extrême droite, sexiste, homophobe, etc. Et voilà, et donc ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis évidemment, au Brésil, et puis il y a cette comment dire, cette évolution là en France aussi, clairement. Il y a un bouquin qui est sorti là d'Hugo Paletta qui s'appelle La possibilité du fascisme, voilà, qui parle de ces signaux, on va dire, qui peuvent nous pousser à dire que la société française se fascise de plus en plus, et que oui, le fascisme c'est une éventualité, c'est une option aujourd'hui. De toute façon, la France n'a pas été épargnée historiquement. Voilà, Lisselle qui est historienne pour en parler mieux que moi, mais je veux dire, c'est une possibilité, et disons que voilà, Gérard Collomb aide cette possibilité. Lisselle. Je pense que c'est dans la continuité de créer un climat anxiogène, comme on le disait. Ça permet ensuite de pouvoir porter des mesures encore plus radicales sous prétexte que justement on est en situation d'extrême violence. La violence, je ne crois pas qu'elle soit plus importante. En revanche, les tensions les tensions sont en effet présentes. Ça, on peut pas le nier. Alors, juste une petite réaction, cher Nadir, toi qui connais un petit peu les quartiers aussi, en tant que grand frère, c'est comme ça qu'on t'appelle maintenant. Comme ça. Il a été chez Hanouna, on l'appelle le grand frère. L'autorisation, on peut vous appeler comme ça. Ça vous fait plaisir, oui. Oui. Bon. Je suis quelque part. Après, je suis pas peut-être dans le sens où ils l'entendaient eux, mais ça me dérange. Grand frère Nadir. Ouais. Est-ce que le livre Inch'Allah, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été écrit par les deux journalistes pas écrit. Non, pas écrit, effectivement. Ils ont sous-traité. Voilà. Moi, j'ai une anecdote. On entend beaucoup de choses. C'est dommage. Je veux ton anecdote, mais je pose la question à Nadir. Apparemment, si on en croit ce livre, je l'ai pas lu, si on en croit ce livre, la banlieue, le 93 est en train de s'islamiser. Tu vois, j'arrive même pas à dire ce mot tellement il m'horripile. Oui, non, Nadir. Non, mais moi j'ai lu un résumé de ce livre, il est scandaleux parce que d'une part ils ont sous-traité cette enquête auprès de 5 personnes qui étaient pas tout à fait expérimentées dans le domaine. Ouais, ils apprennent le métier. Mais moi j'ai incité les gens, les citoyens issus de la Seine-Saint-Denis et donc du 9-3 à porter plainte.
parce que c'est grave ce qui se dit dans ce livre. Par rapport autant au marché je reconnais, de Saint-Denis, par exemple. Ouais, non mais autant que je reconnais une certaine radicalisation de certains individus, on va dire de certains dans leur façon d'agir, dans leur façon de se comporter, ça c'est pas un souci. Mais c'est toujours pareil, ça représente pas la majorité des Français, des femmes et des hommes qui vivent en Seine-Saint-Denis. Ouais. Et donc c'est comme Trappes et Sevran. Il y a un moment donné, quand vous avez des hommes politiques ou des journalistes ou des gens qui tiennent des propos comme ça de façon récurrente, en stigmatisant les Français, en généralisant, en faisant peur, en faisant croire que tout le monde est comme ça, il y a un moment donné, il faut passer par la justice. C'est plus possible d'accepter ces propos-là. Imagine-toi à notre simple niveau, si on avait accès aux médias comme ces gens-là, de façon permanente, récurrente, en tenant des propos violents. Alors que, comme le disait Fatima, c'est que nous aujourd'hui, contrairement à ces gens-là, on est des simples citoyens, mais on est en capacité de faire des propositions. Et c'est ça qui dérange. Et moi, ce qui me choque par rapport à Gérard Collomb, c'est qu'en fin de compte, c'est un gars qui n'a rien pu faire, il fera rien. Et il est tellement médiocre intellectuellement qu'il continue à avoir ce genre de discours parce qu'il n'est pas en capacité de proposer quelque chose. Alors l'anecdote de Fatima pour la France. Oui, l'anecdote c'est qu'en fait il y a donc 2 de ces 5 journalistes qui sont venus à un débat qu'on avait organisé, enfin, et qui traitait grosso modo de la laïcité à l'école. Donc j'y étais avec Françoise Lorcerie, avec Lila Charef, voilà, avec comme ça 2-3 autres intervenantes. Et donc t'as 2 de ces journalistes là en herbe qui sont venus nous voir à la fin et qui sont venus me voir en particulier à la fin pour me dire c'était très intéressant ce que vous avez dit, etc. On aimerait vous revoir. Voilà, on est en train de faire un documentaire, une enquête sur la laïcité à l'école. Voilà. Donc dis-toi qu'on était dans un cadre, donc c'était au lieu-dit où politiquement on était à peu près plutôt à gauche, plutôt antiraciste, etc. T'as 2 journalistes qui viennent me voir et qui me disent c'est super, on va faire un truc sur. Donc tu vois, ça met plutôt en confiance. Donc pas de problème. Moi je leur ai dit y a pas de souci, etc. Ensuite on a échangé par SMS, on devait se voir. Et là, j'apprends que ces journalistes-là en herbe sont partis voir des élus. Mais attention, hein, les pires déchets de Bagnolet. Tu vois l'islamophobie. Là, c'est un niveau international. C'est les championnes en l'occurrence du monde. Donc, comme j'apprends ça, je me dis ces journalistes-là qui vont voir ces déchets-là, quand même, c'est pas très bon. Tu vois, donc on s'est passé le mot comme ça. Donc nous, on a refusé. Donc moi, j'ai dit non. Puis j'ai dit non. Finalement, voilà, ça va pas être possible. Moi, la laïcité, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plutôt l'égalité, les discriminations, etc., etc. C'est tout, tu vois, mais je sentais le truc mal, hein, mais pas plus que ça, tu vois. Je vois arriver ce bouquin, donc sur l'islamisation à visage découvert, et donc je découvre que ces 2 journalistes, en fait, ont écrit donc les passages sur Bagnolet, etc., etc. Et là, j'envoie donc à l'une des journalistes, donc tu vois comment je l'ai qualifiée, et je lui dis, bonjour, au fait, à l'époque, vous me parliez d'un documentaire sur la laïcité à l'école, et en mode positif, etc., etc. Finalement, je découvre cette merde-là que vous avez écrite. Est-ce que c'est bien vous? Est-ce que c'est bien la même enquête, etc.? Pas de réponse, tu vois. J'insiste. Mais est-ce que c'est bien vous? Tu vois, la moindre des choses dans ces cas-là, t'as sollicité quelqu'un. Quand même, tu peux quand même lui répondre. Pas de réponse, tu vois. C'est tout. La fille est sur répondeur. Je raconte cette anecdote pour dire vraiment. Tu vois, on a appris avec l'âge, avec l'expérience, etc., à ne pas répondre aux journalistes. En tout cas, pas à n'importe quel journaliste. Tu vois, moi vraiment, pour que j'accepte de répondre à des journalistes, et il faut qu'ils aient été, et c'est la mafia, il faut qu'ils aient été cooptés par 30 000 personnes. Tu vois, qu'on me dise non, mais t'inquiète et tout. Wallah, c'est quelqu'un de bien. J'en suis là. J'en suis là. Mais vraiment, c'est la preuve, parce que tu vois, ces journalistes-là, c'est pas du journalisme. Aucune déontologie, aucune éthique. C'est comme ça, piégé comme ça, des militants antiracistes. Piégé, parce que moi, je suis une militante antiraciste, je suis une militante féministe. Me piéger comme si j'étais une membre d'extrême droite, comme si ils infiltraient comme ça le Front National, venir comme ça à nos réunions, avec des grands sourires, dire non mais vous inquiétez pas, on va faire un truc beau gosse, etc. Au final, se retrouver comme ça, parce que malheureusement à Bagnolet, il y en a qui ont répondu aux questions et qui se retrouvent dans ce torchon à charge. C'est-à-dire que des personnes qui sont venues, qui sont sincères, etc., qui se retrouvent stigmatisées, qui sont tombées dans le piège en réalité. Mais de dire que ces journalistes, voilà, font ce travail, mais comme si, je te dis, hein, ils infiltraient comme ça. D'ailleurs, le sous-titre, voilà, renvoie en fait au réseau pédophile. Ouais. Pour te dire, tu vois, les musulmans du 93, c'est comparé à la pédophilie. Donc voilà, donc je dis ça pour dire vraiment, ne faut jamais répondre comme ça aux gens, mais vraiment aux journalistes qui traitent des questions de discrimination, d'islam, d'école, etc. Toujours veiller à ce que ce soit des journalistes honnêtes. Dieu sait qu'il y en a. Voilà, j'en connais plein, je pourrais faire la liste ici. Dieu sait qu'il y en a, mais toujours veiller à ne pas répondre à n'importe qui. Merci pour la petite anecdote qui conclura cette émission d'aujourd'hui, ma chère Fatima. Merci beaucoup, Lissel. Merci à toi. Nadir, à très vite. Christophe, je peux juste passer un bonjour à Nasserdine et à tous ses copains. C'est des petits adolescents qui vont se reconnaître, voilà. Ouais. D'accord. C'est fait. Bonjour, ok, bonjour à Nasserdine. Hein. Merci beaucoup à tous les 3. Massine, Nasserdine et la petite équipe. Demain, best-of du LGF, 1er mai oblige, et on est de retour vendredi.
Bonsoir à toutes et à tous. On débute avec cette alerte météo et les pluies qui sont de plus en plus fortes sur le sud de la France. Le Gard, le Var, l'Hérault, la Lozère et l'Aveyron sont en alerte orange aux orages, pluies et inondations. Mais les pluies s'abattent avec intensité principalement sur le Gard et le Var ce mercredi après-midi. Une alerte qui court jusqu'à demain matin 4 heures. Le littoral méditerranéen est lui aussi touché par une vigilance mais jaune aux vagues submersion. Un incendie dramatique en Guadeloupe la nuit dernière. 5 adultes et un enfant vivant dans une maison mitoyenne ont perdu la vie dans l'incendie de leur habitation et sur la commune de Saint-François. Le drame a été annoncé par le ministère des Outre-mer en début d'après-midi. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du départ de feu, mais des survivants ont pu être relogés. La mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été préméditée, selon le procureur turc en charge de l'enquête. Khashoggi a été tué dès son arrivée à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie le 2 octobre dernier, alors qu'il s'y rendait pour effectuer des démarches administratives. Selon les enquêteurs, il aurait été assassiné par strangulation. Son corps aurait été démembré, mais des tensions pourraient exister entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, car les autorités saoudiennes aimeraient la tenue d'une enquête conjointe entre les deux pays. Retour en France avec une autre enquête, celle de l'Agence Publique Santé, qui analyse les 18 cas recensés de nouveau-nés ou d'enfants souffrant de malformations dans l'Ain. Ils sont nés sans main ou sans avant-bras depuis 2000. Une enquête nationale qui sera remise à la ministre de la Santé en janvier prochain. Et puis le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce le lancement d'une enquête de victimisation qui s'adresse aux professeurs près de 2 semaines après la mise en ligne d'une vidéo montrant une prof se faire pointer sur la tempe par une arme factice brandie par un élève. Le ministre veut prendre le pouls des violences réelles et du ressenti des profs. Un plan d'action contre les violences sera présenté le 15 décembre prochain. Et puis en foot, les 16e de finale de Coupe de la Ligue se poursuivent, notamment avec Nice-Auxerre dès 18h45. Des doutes persistent cependant sur la tenue de la rencontre à Nîmes-Saint-Étienne, programmée à 21h05, mais menacée par les orages dans le Gard. La réponse définitive sera 2 heures avant la rencontre. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.